Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais tout d'abord, petit aparté, juste avant de se lancer. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Mathieu Fleury, directeur chargé du développement de Biomasse Normandie, une association régionale qui travaille depuis 25 ans dans la valorisation énergétique et agronomique de la biomasse sur le territoire normand. Et je suis également adhérent du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie, qui œuvre au niveau national. Même question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Francis Allais, je suis botaniste à Montpellier et je suis spécialisé dans les forêts équatoriales primaires et dans les arbres qui constituent ces forêts. C'est ça mon métier. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Alors jusqu'où exploiter les forêts ? On peut dire déjà qu'il y a environ 4 milliards d'hectares de forêts de surface forestière dans le monde, à peu près 30% des terres immergées. Et que, en première approche, il y en a 30% de forêts dites de production. Donc il y en a environ les 2/3 qui sont aujourd'hui soit préservées, c'est le cas des forêts primaires, ou préservées ou non, mais ça va être la suite du débat, mais en tout cas qui potentiellement peuvent être transformées en forêts de production. Donc jusqu'où exploiter les forêts, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui on n'en exploite qu'un tiers à peu près, et on pourrait aller plus loin. Est-ce que c'est souhaitable, etc. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un potentiel. On n'exploite pas complètement ce potentiel de surface forestière sur la planète. Moi, j'ai un point de vue un peu différent, parce que les forêts dont je m'occupe sont équatoriales, et elles sont intensément exploitées depuis le début du 19e siècle. Donc, de mon point de vue, je voudrais être très net là-dessus, elles sont suffisamment exploitées. Il faut trouver d'autres solutions. Est-ce que la forêt est indispensable ? J'espère qu'on sera d'accord sur ce point. J'attire votre attention tout de même sur le fait que la forêt équatoriale, en ce qui concerne l'épuration de l'air, elle fonctionne 12 mois sur 12. Ce qui n'est pas le cas des forêts de nos régions. Mais ce n'est pas seulement ça qui la rend indispensable, c'est aussi que la forêt équatoriale, et notamment sa canopée, c'est de très loin l'endroit du monde le plus riche en diversité biologique. Alors on a fait l'année dernière une année de la biodiversité. Si on se résout à ce que ces forêts-là soient détruites, je ne comprends plus rien. C'est vrai, et elles sont indispensables à d'autres titres quand même, hein, la préservation de l'eau, la lutte contre la désertification. Mais si on regarde plus sur notre continent, alors est-ce que c'est indispensable ou pas, mais en tout cas elles sont d'actualité dans la lutte contre le réchauffement climatique avec des objectifs extrêmement ambitieux fixés par l'Union européenne, 20% d'énergie renouvelable, 20% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Qui vont forcément mobiliser, en tout cas qui souhaitent mobiliser fortement la biomasse forestière sur le continent européen. Moi, j'aurais une question à vous poser concernant cette utilisation de la biomasse de nos forêts des régions tempérées. Est-ce que ça risque pas de dégager des gaz à effet de serre ? Ça va dégager, forcément. C'est-à-dire que quand on brûle du bois, on déstocke du CO2 qui a été stocké lors de la croissance de l'arbre. Hein. Néanmoins, quand on est, et c'est le raisonnement du protocole de Kyoto, quand on est dans une perspective de forêts qui sont gérées durablement et en croissance, et qu'on n'extrait pas plus que ce que la forêt a produit chaque année, ce qui est le cas pour le moment en Europe, ça peut s'inverser dans la décennie à venir, on est dans un cercle vertueux, entre guillemets, du CO2. Hein. Donc, surtout, ce cercle est d'autant plus vertueux si on préserve les usages du bois. On ne plante pas du bois pour en faire de l'énergie. Ça, c'est une vraie... si on fait ça, on court à la perte rapidement. Mais par contre, quand on exploite un arbre d'une centaine d'années et qu'on en fait un meuble,
ou qu'on en fait de la charpente, qui vont être stockées dans les maisons. Donc. Là, on fait du stockage de carbone on allonge la durée de vie, entre guillemets, de l'arbre, et on stocke le carbone plus longtemps. Donc on peut être s'inscrire dans un cercle vertueux. Il me semble que un des points de la discussion, ça va être la durabilité de l'exploitation. Parce que je suis d'accord avec vous, ça existe dans les régions tempérées. Malheureusement, là aussi je tiens à être extrêmement net, je ne connais pas un seul exemple d'exploitation durable entre les tropiques. Il y a eu des quantités de tentatives, j'en ai connu depuis très très longtemps, et comme elles se soldent par les échecs, on n'en parle plus, ce qui fait qu'on recommence dans les 20 ans qui suivent, mais on n'a jamais réussi à exploiter durablement une forêt tropicale. Si on regarde sur les forêts tropicales, la solution, elle ne réside que par une éventuelle solution d'exploitation durable des forêts. Et on ne l'a toujours pas. On l'a toujours pas. Et j'ai des raisons de penser que c'est même théoriquement pas possible. Alors, moi, je pense qu'il peut y avoir des mécanismes en gestation aujourd'hui, des mécanismes financiers qui peuvent le permettre, mais de toutes les manières, ça demande une forte concertation, une mobilisation de l'ensemble de la planète, des acteurs de la planète et des décideurs, si on veut arriver à un résultat. Et ça, c'est là qu'on peut avoir, en effet, des craintes sur la capacité de nos décideurs de tomber d'accord sur la nécessité de se mobiliser ensemble. Si on voulait vraiment gérer durablement les forêts tropicales, comme on est parvenu à le faire dans nos régions, il faudrait saisir la vraie différence entre ces deux types de forêts. En une phrase, je crois que les forêts de la région tempérée, elles sont soumises à des contraintes physiques, parmi lesquelles l'hiver est certainement la plus forte. Dans les régions équatoriales dont je m'occupe, il n'y a pas de contraintes physiques comme ça, il ne fait jamais froid, il ne fait jamais trop chaud non plus, il ne fait jamais sec bien sûr, la lumière est toujours forte, donc il n'y a pas de contraintes physiques. Les contraintes sont dues aux autres êtres vivants qui entourent les arbres, et ça, on est très loin de savoir gérer la modification d'un écosystème qui est dirigé par des contraintes biologiques. Oui, c'est vrai. Bon, nous, on connaît aussi des petites contraintes. Bon, il y a l'hiver, mais il y a aussi les contraintes de chasse, si on veut. Si je m'attarde à la forêt française, c'est vrai qu'on a... Aujourd'hui, on exploite 60%, grosso modo, de la production biologique de la forêt française. Donc, on a une marge de manœuvre qui existe. Le problème, ça va être de mobiliser cette ressource supplémentaire et donc de mobiliser les propriétaires, ça c'est une première chose, mais également de replanter derrière. Aujourd'hui, on a un coût de plantation qui est extrêmement élevé, qui est de l'ordre de 3 000 € l'hectare, qu'on pourrait diviser par deux si on n'avait pas besoin de protéger les plants qu'on replante. Et là, il y a un problème de chevreuil, il y a un problème de gestion de la chasse qui est pas du tout géré correctement aujourd'hui et qui mériterait de l'être. Est-ce que leurs prédateurs ont disparu? Leurs prédateurs ont en partie disparu, oui. Ben, leur prédateur, c'était l'homme, et la chasse décline. Quand même, il devait y avoir des prédateurs avant l'homme. Il devait y avoir d'autres. Il devait y avoir les loups, il devait y avoir les grands carnivores qu'on avait ici, et c'est vrai qu'ils ont en partie disparu. Oui. Je voudrais attirer votre attention sur une autre différence entre les régions équatoriales et les nôtres. Vous n'avez pas affaire à des forêts primaires. Nous n'avons plus de forêts primaires en Europe, depuis très très longtemps. Ça a commencé à l'époque romaine et vers le XIIIe, XIVe siècle, c'était pratiquement fini déjà. Tandis que dans les régions où je travaille, l'exploitation forestière se fait préférentiellement dans les forêts primaires parce que c'est là que se trouvent les bois précieux et les gros volumes de bois aussi. C'est donc vraiment différent, les deux situations. Oui, c'est vraiment différent. Après, moi, j'avais une question aussi à vous poser. Est-ce que bon, j'ai vu aussi qu'on avait environ 12 ou 16% des forêts primaires qui étaient aujourd'hui sous protection. En tout cas, qui étaient en régime protégé justement pour la biodiversité. C'était dans le rapport de la FAO. Quelle signification a ce chiffre? Et est-ce que les forêts sont réellement protégées quand on parle de ces surfaces-là? Et si elles l'étaient, est-ce que ce serait... alors, à votre sens, j'imagine que ce ne sera pas suffisant, mais est-ce que ce serait déjà quand même un espace de préservation de la biodiversité intéressant? Ça serait déjà très bien.
tous ceux qui s'occupent des forêts équatoriales appellent de leur vœu le fait qu'on applique la loi concernant ces aires protégées. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout ça qu'on observe. Mettez-vous à la place des habitants de ces régions. À aucun moment, ils n'ont été consultés pour l'application d'un statut de parc national ou de réserve. Ça ne les concerne pas. Et je vois bien que ça entraîne souvent, à l'échelon local, des réactions de colère. Parce qu'on prétend de ce fait les priver d'un approvisionnement régulier dont ils ont l'habitude depuis toujours. Il y a quelque chose d'assez injuste. Et puis ça explique que même si la FAO comptabilise ces surfaces dans les parcs nationaux et les aires réservées, moi je vois bien que sur le terrain, 4 ans après, il n'y a plus que de la savane. Ça n'empêche pas d'ailleurs, même au niveau national, de conserver la carte des aires réservées. Pour moi, c'est quand même, par rapport aux forêts tropicales, c'est justement ce patrimoine de biodiversité. Ouais. Et en quoi, pour les uns et les autres, c'est indispensable de le préserver? Il y a plusieurs manières de répondre à ça. D'abord, c'est vrai que sur cette planète, à mesure qu'on se rapproche de l'équateur, il y a de plus en plus d'espèces. Ça, c'est vrai sur tous les continents. C'est vrai aussi qu'on a identifié dans les régions équatoriales des sources d'espèces extrêmement actives. C'est ce qu'on appelle par exemple la coévolution plantes-animaux. Je ne rentrerai pas dans des détails, mais là, l'évolution est fulgurante et ça peut vous faire des dizaines d'espèces en quelques dizaines d'années. Donc c'est beaucoup plus rapide que l'évolution à laquelle on est habitué en Europe. Alors, quant à la question de savoir pourquoi il faut préserver ça, ma réponse est immédiate. L'homme vient de là. L'être humain fait partie de cette biodiversité équatoriale et notamment canopéenne. On sait maintenant que nos ancêtres étaient des primates canopéens et ils sont apparus au niveau de l'équateur. Si ça ne suffit pas pour protéger cette biodiversité, ce qui m'étonne un peu, alors on peut faire appel aux ressources médicinales. On sait que les grands arbres de la forêt équatoriale recèlent dans leur canopée des trésors de molécules actives, dont l'inventaire est à peine entamé. Et ça, c'est pas un risque? C'est-à-dire que d'avoir identifié qu'on a une réserve de molécules actives présente sur le... Ah, je comprends. La tentation va être grande quand même. Non, mais écoutez, attendez. Non, là, vous pouvez être entièrement rassuré parce que les entreprises qui s'occupent de ces molécules actives, elles ont besoin de feuilles. Où sont les feuilles? En haut des arbres, dans la canopée. Et là, vous pouvez récolter des centaines de kilos de feuilles en haut. Ça détruit rien. Ça n'a pas d'incidence. Quelques mois après, quelques semaines après, ça sera cicatrisé. Par contre, évidemment, si on coupe l'arbre en bas, on ne peut pas imaginer plus destructeur. Donc on a tout de même des perspectives pour l'avenir. Je crois que si rien ne change, elle est inéluctable. Je suis, je dois dire, horrifié, scandalisé de l'indifférence de nos dirigeants et notamment de nos politiques, quel que soit d'ailleurs le bord en question, que c'est la droite ou la gauche, peu importe, par rapport à la nécessaire conservation de ces forêts. En fait, je m'aperçois que la forêt équatoriale, encore une fois, je parle d'elle parce que c'est là-dessus que je travaille, elle est entre les mains de gens qui ne l'aiment pas et qui même à la limite ne la connaissent pas. Par contre, ils savent très bien qu'on peut en tirer des fortunes et il n'y a que cet aspect-là qui les intéresse. On a bien dit, n'est-ce pas, qu'on ne pratiquerait pas la langue de bois. Tout à fait. Voilà. Alors moi, je vais être un petit peu plus optimiste. Bon, je regarde juste le constat qui est fait. Alors, on est passé, grosso modo, de 16 millions d'hectares qui disparaissaient sur la période 90-2000 à 13 millions qui disparaissent par an sur la période 2000-2005. Peut-être on a déjà commencé à ralentir le phénomène de déforestation. Alors, après, il continue, il est toujours en branle, etc. Après, il faut trouver les mécanismes, il faut essayer de voir comment empêcher. Je suis d'accord avec vous que sans une mobilisation massive
de nos politiques, cette solution, elle est introuvable. Mais néanmoins, il y a quand même des pistes. C'est les débats sur l'énergie et les débats sur les gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui d'actualité et qui réfléchissent à valoriser le CO2. C'est-à-dire que j'ai lu récemment le livre de Christian de Pertuis, qui est un économiste, et qui dit, il part du constat qu'on est dans une société où l'économie est reine. Si on veut gérer l'atmosphère, il faut lui donner une valeur. Le monétariser, si on veut quelque part pouvoir le gérer au final. Alors c'est terrible. Alors c'est en train de se mettre en place, je ne sais pas comment ça va aboutir, je ne sais pas si c'est possible d'aboutir. Et ce qui me choque pour l'instant, c'est que un exploitant forestier, je ne parle pas de l'Europe à nouveau, mais uniquement des tropiques humides, un exploitant forestier, il obtient une concession de la part du ministère local des eaux et forêts. Ça, c'est la procédure classique. Eh bien, à aucun moment, on ne prend en compte, mais je suis tout à fait formel, à aucun moment on ne prend en compte le bien-être des populations locales, ni l'avenir de la ressource nationale en bois, et encore moins l'influence éventuelle de cette exploitation sur le climat de la Terre. Par conséquent, il me semble que les mécanismes économiques, ils survolent des réalités beaucoup plus importantes que la seule économie. C'est ça qui me choque. Alors, je sais que ce n'est pas du tout comme ça en Europe, bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai, mais oui. Et pourquoi faut-il que nous réservions à ces pays tropicaux, qui sont dans l'ensemble très pauvres, des traitements que nous nous interdisons chez nous? Dont on a fait, c'est pire que ça, on se les interdit parce qu'on a fait le constat que ça marchait pas, oui, et qu'on allait dans un mur. Ouais. Il faut savoir qu'à Jules César, on avait 90% de notre territoire qui était recouvert de forêts. De forêts primaires à l'époque. De forêts primaires. Bon, au fur et à mesure, elles ont été exploitées, largement exploitées, pour les besoins d'énergie principalement, hein, de construction un petit peu, mais principalement d'énergie. Fin 19e, il n'y avait plus que 15% de la surface de la France qui était boisée. Et là, on est remonté à 30%. Donc, je veux pas faire... Mais plus de forêts primaires. Mais plus de forêts primaires. Après, il faut aller en Russie, en effet. On me parle des Balkans et des Carpates. Mais même là, je suis sceptique parce que peut-être que la forêt a gardé l'allure d'une forêt primaire, mais la faune n'y est plus. La grande faune originelle n'y est plus. Or, une forêt, n'est-ce pas, c'est équitablement la faune et la flore. Et de quel droit on dit aux pays qui ont cette réserve-là, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Alors que nous, on l'en a plus parce qu'on s'en est déjà servi. Il y a un moment où il y a quand même un certain paradoxe. Vous avez tout à fait raison. C'est un langage auquel je me heurte régulièrement quand je discute avec des responsables forestiers sous les tropiques. Je leur dis, s'il vous plaît, gardez vos dernières forêts primaires, vous allez en avoir de plus en plus besoin. Et je leur dis aussi, vous en tirerez de plus en plus d'argent par des mécanismes qui ne seront pas ceux de l'exploitation. Mais ils me disent, mais au fait, en Europe, comment est-ce que c'est? Est-ce que vous avez encore des forêts primaires? Ils savent très bien que nous n'en avons plus. Eh ben alors ils me disent, mais laissez-nous faire comme vous avez fait. C'est très difficile d'aller contre ce langage-là. Ben oui, c'est... Simplement, quand une ressource devient rare, il y a un moment où on peut gagner plus d'argent en protégeant le peu qui reste et en l'ouvrant à d'autres modes d'exploitation, je pense notamment à l'écotourisme, plutôt que de terminer le travail. Voilà. Bon, ceci dit, c'est un peu de la provocation ce que j'ai dit là, parce que ce qui est perturbant quand même dans cet abattage de forêts primaires, c'est qu'il y en a quand même aussi une grande partie des bois qui ne sont pas valorisés sur place. Oui. Hein, alors je ne connais pas les chiffres là parce que c'est du marché noir pour grande partie, c'est du commerce interdit, mais on les retrouve très souvent dans nos meubles qu'on achète ici en Europe. Et là, par contre, il n'y a plus de logique. Là, on a complètement faux et voilà. Mais ça, c'est mon souci quotidien. Je fréquente les chantiers d'abattage dans les tropiques et je suis horrifié. Ça me soulève le cœur. Parce qu'ils abattent beaucoup plus d'arbres que ce qu'ils vont véritablement sortir et vendre. Et qui sont organisés par des multinationales européennes, asiatiques, japonaises, philippines, etc. Et alors, évidemment, c'est facile de faire fortune puisqu'ils n'ont pas planté les arbres, n'est-ce pas? Puisqu'ils s'adressent à de la forêt naturelle. Ils n'ont pas eu le soin de
de s'en occuper au début, ce qui est probablement le plus difficile dans le métier de sylviculteur. Ajoutez à ça qu'ils emploient de la main-d'œuvre à très bon marché. Et souvent, les pauvres gars, ils n'ont même pas de casque sur la tête, ils sont pieds nus. Ajoutez à ça que ces multinationales, elles reçoivent l'aide de leur pays d'origine, mais elles reçoivent en plus l'aide du pays où elles travaillent. Parce que pour les élites politiques locales, la forêt, c'est le symbole même de l'arriération. Pour les élites politiques locales, il faut d'abord couper tout ça. Ils imitent un peu l'Europe, d'ailleurs, dans ce... C'est difficile de les contredire. On a cru s'avancer vers une tentative de solution dans les régions tropicales, mais d'ailleurs aussi dans les régions tempérées, avec les labels écologiques. Alors, c'est quoi le label écologique? Eh bien, je vais faire référence au premier d'entre eux, FSC, Forest Stewardship Council. Un chantier d'abattage qui obtenait ce label-là, il était censé œuvrer de façon totalement conforme à l'éthique. C'est-à-dire, tout simplement, ces travailleurs étaient bien équipés, ils avaient un dispensaire sur le campement, une école, et puis les pratiques d'abattage étaient aussi peu destructrices que possible. Bref, c'était de l'exploitation bien faite. Ça ne voulait pas dire que c'était durable, parce que comme je l'ai dit au début, on n'a pas d'exemple de chantier tropical où il y a une exploitation durable. Mais enfin, au moins, ça limitait les dégâts. Et c'était garanti par des observateurs venus de Suisse qui étaient susceptibles de débarquer totalement à l'improviste et, si ça n'allait pas, de supprimer le label écologique aux contrevenants. Ça s'est produit. Au début, ça fonctionnait. Le système s'est grippé et maintenant, je vois bien que ces labels écologiques sont devenus des arguments publicitaires, pas plus. Et c'est dommage parce que bon, l'alter ego, un petit peu en France, en Europe, c'est en effet c'est PEFC. Ils commencent tout juste à avoir une signification pour le grand public, ces labels-là. Je sais, donc, mais je pense qu'en Europe, ils marchent bien. Oui, ils commencent tout juste à être connus du grand public. Écoutez, ça m'amène à dire que je suis horrifié de la nullité des politiques et des décideurs, mais par contre, je suis extrêmement impressionné par la sensibilité écologique du grand public. Et du coup, est-ce qu'il y a une solution quand même, sans parler de contraintes géopolitiques ou de contraintes d'argent, est-ce que juste en termes de sylviculture, finalement, il y a une solution pour gérer durablement des forêts tropicales? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites dessus? Est-ce qu'un jour, on pourra peut-être faire, tout en préservant une partie de forêt primaire qui est indispensable, mais faire quelque chose de plus sensé et de plus durable sur ces forêts tropicales? Ma réponse va peut-être vous décevoir. Si on voit ce que font les ethnies forestières, les Bakas, ce qu'on appelait les Pygmées en Afrique centrale, les Amérindiens en Amazonie, les Koubous à Sumatra ou les Orangasli en Asie continentale, eh bien, on s'aperçoit que ces gens-là, ils exploitent la forêt, mais ils ne l'ont jamais détruite. Bien sûr, ils en ont trop besoin pour la détruire. Seulement, les prélèvements sont extrêmement réduits. Le drame, c'est quand on essaye de passer à l'échelon industriel et commercial et de vendre le bois tropical dans le monde entier. Alors là j'ai le sentiment, la conviction qu'on ne trouvera pas de méthode permettant d'exploiter indéfiniment. Indéfiniment, c'est-à-dire qu'il s'agirait de continuer à produire des grumes 3 siècles ou 4 siècles après. Ça, j'ai la conviction qu'on n'y arrivera pas. Alors, il y a évidemment la solution des plantations. Oui. À laquelle on n'a pas fait suffisamment appel à l'époque où ça aurait encore été possible. Si on avait démarré des plantations massives dans les années 1960-1970, alors on serait autosuffisant en bois tropicaux sans détruire l'écosystème. Mais ça n'a pas été fait. Vous avez sans doute des solutions pour les forêts de nos régions. La pression n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que les forêts de nos régions sont extrêmement bien observées. Bon, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Si on regarde les besoins, et notamment générés par l'énergie,
et les attentes de la biomasse forestière pour couvrir ces besoins-là, à l'échelle de l'Union européenne, en 2018, on risque d'avoir un problème, c'est-à-dire que les besoins sont supérieurs à la production biologique annuelle. Mais néanmoins, on sait le calculer, on sait identifier les problèmes. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même plus simple. Par contre, il existe peut-être des mécanismes financiers de solutions, justement autour de l'énergie. Alors, les attentes sont très importantes et le marché du carbone qui s'est mis en place favorise et incite de façon très importante les gros consommateurs d'énergie à se diriger vers la biomasse. Donc il y a ce mécanisme met une pression colossale sur les ressources en biomasse sur la planète et génère aujourd'hui de la déforestation. Hein, c'est l'huile de palme en Sumatra, c'est de l'huile de palme qui est produite en déforestant des forêts tropicales. Bon, il y a des exemples, il y en a quand même un certain nombre. Alors pourquoi ça peut être une opportunité? Parce que ça génère des flux financiers qui sont très importants. Et aujourd'hui, on quantifie uniquement les émissions énergétiques. L'idée qui est développée au travers du programme REDD, c'est de valoriser le stock de carbone de la forêt et de lui donner une valeur économique. Très clairement, si un pays, aujourd'hui, dans les forêts tropicales, déforeste 500 000 hectares, s'il s'engage l'année suivante à n'en déforester que 300 000, il a un gain de 200 000, un gain entre guillemets, hein, mais on est dans de l'incitation. Ces 200 000 hectares, grosso modo, on va prendre 500 tonnes de CO2 quand on l'abat, c'est 500 tonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Oui. Donc il va éviter d'émettre ces 500 tonnes de CO2 sur les 200 000 hectares. Et si on valorise à 20 € la tonne de CO2, ce qui est une valeur assez classique en ce moment sur le marché, ça fait 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, on peut faire des choses pour éviter les causes de la déforestation. Il y en a quand même une principale, c'est la transformation des forêts en agriculture, en plantation. Bien sûr. Dans le nord du Brésil, on va retrouver les grands ranchs avec des énormes surfaces pour la production de viande, ce qui est un des problèmes d'ailleurs, hein, finalement qui génère notre consommation excessive. Notre consommation excessive de viande en Europe et en Amérique génère et en partie une cause d'un parti de la déforestation des forêts tropicales. Et ça, on ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte que quand on mange 1 kilo de bœuf, c'est 15 kilos de CO2 qui sont émis. Ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, il faut chercher des solutions pour les causes de la déforestation. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce mécanisme de la déforestation évitée pour laquelle on verse une contrepartie financière? Est-ce que ça ne risque pas de conduire à une espèce de terrorisme écologique? C'est-à-dire, un pays va décider qu'il faut lui payer beaucoup plus, sinon il déforeste. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? C'est vrai. N'est-ce pas un risque? C'est un risque. C'est un risque. Alors, est-ce qu'il est plus grand que le risque d'aujourd'hui de ne pas avoir de... Parce que l'idée de ces 2 milliards d'euros, et c'est là où, par contre, la solution n'est pas trouvée derrière, c'est comment reverser intelligemment aux locaux qui ont besoin de la forêt. Là, j'ai peut-être des solutions à proposer. Le terme doit faire son chemin dans la tête du grand public. Agroforesterie. Dans notre civilisation européenne, gréco-latine à l'origine, on n'envisage pas de faire une agriculture compatible avec la forêt. On rase et ensuite on fait des plantations. Ça, c'est vraiment comme ça que nous fonctionnons en Europe. Et pareil aux États-Unis, et pareil dans un tas de pays qui ont cette civilisation-là. Fort heureusement, dans les tropiques, les gens n'ont pas cette manière de voir. J'ai longuement fréquenté l'Asie du Sud-Est. Les agriculteurs, ils n'ont pas du tout tendance à détruire leur forêt. Ils pactisent avec, ils la cultivent. C'est des très grandes surfaces. Et les colonisateurs n'ont pas du tout compris que c'était des systèmes agronomiques. Là, je suis très content de voir que l'INRA, en France, consent un effort très méritoire, très louable, en faveur de ces solutions-là. Dans toute la France, maintenant, il y a des parcelles agroforestières. Alors, on s'aperçoit que si on sépare une culture de graminées, de céréales et une culture d'arbres, eh bien, on a moins de rendement que si on les superpose.
Là où je suis plus inquiet, moi, oui, honnêtement, sur les forêts, et ça concerne l'Europe et également le reste des massifs forestiers, c'est notre soif d'énergie. Tant qu'on reste dans une logique de production et d'exploitation d'un arbre, en valorisant au mieux la cellulose et la molécule, le bois. Oui. Tant qu'on reste dans cette logique-là, moi, ce qui me choque, c'est qu'on puisse abattre des arbres pour en faire du carburant. Et là, je pense qu'on fait courir un grand risque à nos surfaces forestières. Et je reviens d'un voyage au Canada où malheureusement, le constat n'est pas réjouissant de ce point de vue-là. Les grandes papeteries n'ont plus de débouchés pour leur papier parce que le marché des journaux s'effondre aux États-Unis, en Amérique du Nord comme en Europe. Et du coup, ils sont en train d'essayer de convertir à vitesse grand V les unités de production de papier en bioéthanol. Bon, là, je dois avouer que ça peut aller vite et pas du tout dans la bonne direction, avec des rendements qui sont catastrophiques et puis une non-valorisation de l'arbre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et qui peut laisser interrogateur. C'est pas à ça que doivent servir les arbres. Là, je suis comme vous très choqué. Oui, on est très mal parti avec cette espèce de rage de maintenir notre dépense de carburant. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.